Bonsoir à tous et bienvenue à vous sur l'antenne de KTO. L'émission de ce soir est intitulée Jazz et cinéma et nous sommes réunis dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins à l'occasion de la première édition d'un tout nouveau festival de jazz parisien, le festival Ciné Jazz. Concerts, projections, conférences et rencontres comme celle de ce soir sont organisés dans divers lieux de la capitale et ce jusqu'au 30 novembre. Le jazz est un fantôme qui hante l'histoire du cinéma. Ces mots sont de Gilles Mouellic, l'un des invités présents ici ce soir. Le jazz, fantôme au visage changeant au fil des périodes et des pratiques artistiques. Jazz et cinéma, nous le verrons, ont en effet été associés très tôt dans l'histoire artistique du XXe siècle et leurs relations, leurs influences mutuelles se jouent sur plusieurs niveaux que nous explorerons. Alors, autour de cette table ce soir et pour 52 minutes d'antenne, 4 invités. Je vous les présente tout de suite, ces invités. Gilles Mouellic, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur en études cinématographiques et musique. Vous enseignez le cinéma et le jazz à l'Université de Rennes 2. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés au jazz, au cinéma. Et voici votre dernier livre. Il était paru l'année dernière, hein, c'est bien ça. Il s'intitule « Improviser le cinéma » et c'est aux éditions Yellow No. Merci. À vos côtés, Olivier Huttman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pianiste et compositeur et c'est après avoir, en tout cas c'est ce que j'ai lu sur votre site, écouté un disque d'Oscar Peterson que vous avez opté pour le jazz. Depuis 1985, vous composez des musiques pour le cinéma, la télévision et la publicité. Alors voici vos 2 derniers albums. Voilà, vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Alors celui-ci, Suite Mangrove, c'est une commande du Festival de La Rochelle, c'est de la musique instrumentale. Et celui-ci est le tout dernier, avant le suivant qui va sortir en mars prochain, avec une collaboration avec une chanteuse qui s'appelle Denise King, qui est une chanteuse de Philadelphie, avec les musiciens qui seront avec moi dans la deuxième partie de cette soirée. D'accord. À mes côtés, Thierry Jousse, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes réalisateur, critique de films, vous avez été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma entre 1991 et 1996 et auteur de plusieurs ouvrages. Vous êtes également producteur de l'émission Cinéma Song à France Musique. Cette émission, elle est diffusée tous les jeudis à 22h30 et puis vous êtes le parrain de cette première édition du festival Ciné Jazz. Alors, est-ce que le parrain veut nous dire quelques mots? Un mot rapide. D'abord, je suis content d'être le parrain de ce festival parce que c'est le premier du genre. Il y a eu des programmations à droite à gauche sur le sujet, mais il n'y a pas eu de festival à part entière sur. Donc, ça me semble être une initiative assez qu'il faut encourager. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a à la fois des films et des concerts justement dans ce festival, et aussi des films de jeunes cinéastes qui seront présentés dimanche, je crois, au Cinéma des Cinéastes à Paris. Et ça, c'est plus rare. On en parlera sûrement pendant le débat. Il n'y a pas beaucoup de jeunes cinéastes peut-être qui utilisent le jazz, donc c'est bien aussi d'en voir. Alors, enfin, à votre droite, Jean Slamovitch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes linguiste, maître de conférence à Paris 4 Sorbonne et journaliste également pour la revue Que Voici. Il s'agit de Jazz Haute. Jazzote, comme disait Boris Vian. C'est le dernier numéro de la rentrée. Et puis, vous êtes producteur. Vous avez produit récemment. De quoi s'agit-il? Alors, c'est un disque de Ted Curson, qui est ancien trompettiste de Charles Mingus, et on a enregistré ça à la Sorbonne, et ça sort cette semaine. C'est un live absolument magnifique avec Ricky Ford au ténor. Voilà. Alors, je reprenais tout à l'heure l'image du fantôme proposé par Gilles Mouellic dans un de ses ouvrages sur le cinéma et le jazz, mais c'est souvent une autre image récurrente qui apparaît quand on évoque le jazz et le cinéma, celle d'un mariage, aujourd'hui devenu vieux couple, d'une relation étroite et complexe qui a été tissée dès la naissance, presque simultanée de ces 2 arts. Alors, il faut sans doute commencer avec vous tous par planter le décor historique et nous demander à quel moment a lieu la toute première rencontre entre jazz et cinéma. Alors, je ne sais pas qui veut commencer à nous le dire. On ne sait pas. C'est-à-dire que personne ne le sait. Mais, je suppose que les plus belles rencontres ont eu lieu au tout début du cinéma, quand les musiciens de jazz, les premiers musiciens de jazz qu'on
on n'appelait peut-être pas encore le jazz, d'ailleurs, parce que le mot jazz a apparu vers 1917 à peu près, 17. Il me semble que dans les salles du cinéma muet, les musiciens qui étaient dans les salles étaient souvent les musiciens issus du classique et qui jouaient un peu leur répertoire de manière un peu systématique devant des images animées. Et les musiciens qui étaient les plus à même de répondre aux images et de jouer avec des images réellement étaient souvent des improvisateurs et les improvisateurs du jazz, bien entendu. Et donc je pense que les premières rencontres ont eu lieu vraiment dans les salles du muet. Mais il n'y a aucune trace de ça. Voilà, la première rencontre historique, c'est évidemment un chanteur de jazz, mais bien avant, Count Basie, par exemple. Le chanteur de jazz est en 1927, c'est ça voilà. Il sera diffusé demain, d'ailleurs, Demain soir, dans le cadre du festival. Mais Count Basie, déjà, jouait dans les salles du muet. Armstrong a joué dans les salles du muet. Enfin, tous les grands jazzmen ont joué dans les salles des ghettos noirs aux États-Unis. Et je pense que les premières rencontres, les vraies, peut-être les plus belles, d'ailleurs, à mon avis, la rencontre de Miles Davis, bien plus tard, rappelle un peu ce rapport très charnel qu'il y avait entre le jazz et les musiciens et le cinéma de manière comme performance, si vous voulez, en direct. Je pense que les plus belles rencontres, ce sont vraiment celles-là, oui. Alors, elles ont même lieu, en fait, avant la naissance du cinéma, puisque, effectivement, le jazz est associé au monde du spectacle, du cabaret, du vaudeville, et le cinéma n'est qu'une de ces nouvelles formes. Donc, les musiciens continuaient à accompagner ces formes de divertissement. Donc, ça s'est fait de manière continue. C'est pour ça qu'on n'a pas de datation précise. Alors, pour essayer d'en savoir un peu plus ce soir, il faut évoquer plusieurs niveaux de relations. Premier niveau, c'est bien sûr l'importance du jazz comme musique noire et puis ses relations avec le cinéma. Est-ce qu'on peut rappeler, Thierry Jousse, quel était l'espace accordé aux musiciens de jazz noir à l'âge d'or du cinéma muet et puis ensuite, un peu plus tard, dans les années 40 ? Dans les années 30-40, l'espace est assez restreint, voilà. Tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, la culture noire a très peu de place dans le cinéma américain. Il y a un film un peu qui fait exception dans cette période, qui est un film qui s'appelle Alléluia, du tout début du parlant de King Vidor, qui est un film qui n'est pas d'ailleurs strictement de jazz, mais enfin en tout cas qui est imprégné par le spiritual et par la culture noire d'une façon très précise, fait par un cinéaste blanc qui est un des très grands cinéastes du cinéma américain de cette époque, disons, on va dire classique, même si le mot ne rend pas compte complètement de ce qu'il en est. Et sinon, il y a beaucoup de bandes, de courts-métrages, de bandes, de choses comme ça, de bandes, comme on pourrait dire, qui mettaient en scène des musiciens noirs, mais comme dans une sorte de ghetto, d'une certaine façon. C'est-à-dire même Duke Ellington intervient dans des courts-métrages, des choses comme ça, mais ça n'est pas ce sont des films qui sont à usage, je dirais, interne de la communauté noire, mais pas tellement. C'est pas le cinéma grand public. Même un film qui s'appelle Cabin in the Sky, donc en français Un petit coin de paradis, je crois, de Vincente Minnelli, donc qui est un cinéaste là aussi ultra connu dans le cinéma américain des années 40-50. C'est un film qui met en scène des acteurs noirs, des chanteurs noirs, mais là, ça reste aussi une exception. Donc on pourrait dire que d'une certaine façon, en tout cas pendant les 20 premières années du parlant, c'est-à-dire les années 30-40, il y a un rendez-vous manqué, mais qui est celui des États-Unis d'une certaine façon, parce que là, on est obligé d'extrapoler. La culture noire n'existe pas ou existe à l'état marginal ou en jouant des rôles très secondaires. C'est souvent les acteurs noirs, par exemple dans Stormy Weather aussi, qui est un autre film important de cette époque, ils sont souvent cantonnés à des rôles de boniches ou de domestiques. Donc c'est ça l'état finalement initial des rapports entre le cinéma, le jazz et la culture noire. Et puis au moment du passage au cinéma sonore, vous expliquez, Gilles Moïlic, que le cinéma hollywoodien a très vite envie d'explorer cette veine jazz, mais qu'elle va exclure les Noirs. Il y a la question aussi de l'usurpation du jazz par Hollywood, non, qui ressort là. Disons que, comme dit Thierry, il y a très peu de rencontres et en même temps, elles sont souvent assez belles. Comme Black and Tan, par exemple, de Dudley Murphy en 1929, qui était une très belle rencontre entre un grand plasticien, donc Dudley Murphy, et l'orchestre de Duke Ellington. Et il y a effectivement, on pourrait espérer, quand on arrive au tout début du cinéma parlant, on peut espérer qu'il va se passer quelque chose. Il y a Alléluia, il y a effectivement Black and Tan, il y a Saint Louis Blues, il y a le chanteur de jazz même, symboliquement, pourrait-on dire. Et on peut espérer qu'à ce moment-là, il va se passer quelque chose. Mais c'est vraiment
un coup d'épée dans l'eau, pourrait-on dire, puisque les années 30 vont être vraiment c'est les années de plomb pour le jazz, puisqu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que, comme dit Thierry, il y a effectivement quelques courts-métrages, très beaux d'ailleurs, mais qui sont très marginaux. Mais, et là, c'est effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire le jazz va se retrouver, et c'est peut-être la victoire du jazz, ou la puissance du jazz. C'est-à-dire, le jazz, on ne le voit pas, effectivement, on ne voit pas Duke Ellington ou les autres grands jazzmen comme Armstrong sur les écrans des grandes salles américaines, mais le jazz est là à travers Fred Astaire, par exemple, le tap dance, qui s'est nourri de jazz. Astaire a toujours dit que son maître, c'était Bill Robinson. Mais il s'est même pas en noir à un moment dans un film pour rendre hommage à son maître qui s'appelle Bill Robinson. Et je pense que dans le cinéma hollywoodien, même le plus mainstream des années 30, le jazz s'impose en quelque sorte, souterrainement, comme la musique de l'Amérique. Et ça va devenir la réalité des années 40. Voilà. Mais Jean Slamovitch. Oui, en fait, faut bien voir que dans les années 30, le jazz n'est pas une musique respectable. D'ailleurs, ce qu'on appelle jazz, le mot jazz à l'époque est un synonyme de folk, il faut le savoir. Donc, beaucoup de musiciens noirs, justement, rejettent le terme de jazz, et le mot jazz ne désigne pas spécialement la musique que nous appelons aujourd'hui jazz. Ce que Fitzgerald appelle le jazz age, c'est avant tout de la musique de danse, de la musique. Ce qu'on appelle le jazz age, c'est du défoulement. Et c'est pas spécialement associé à la musique noire américaine que les musiciens de jazz appellent plutôt ragtime. C'est le terme que Sidney Bechet a employé toute sa vie. Il appelait pas ça du jazz. Donc il y a aussi une représentation qu'on a de cette musique qui est un peu anachronique parfois. On s'attend à trouver le jazz tel qu'on le perçoit aujourd'hui. Il a fallu que le jazz devienne respectable. Il ne l'est pas pendant très longtemps. C'est un mot qui est associé à la criminalité, à la prohibition, essentiellement. Et justement, le monde du spectacle, le monde du divertissement va être le lieu où le jazz va s'introduire dans le mainstream. Et c'est un processus qui, finalement, va se faire dans les 10 années qui suivent le parlant. En 1937, on a A Day at the Races, où il y a déjà du gospel chez les Marx Brothers. Et finalement, c'est assez rapide. Mais vous expliquez également qu'il y a une tentative de normaliser cette musique aussi dans le cinéma au début. Il n'y a pas de tentative de normaliser. On ne peut pas le dire de cette manière-là, si vous voulez. Il est évident que le jazz est à la radio, parce qu'on ne voit pas la couleur des musiciens à la radio. Donc le jazz est très, très présent dans la radio. Woody Allen a très bien montré. Toute sa jeunesse, c'est les radios américaines qui passent sans arrêt du jazz, mais on ne voit pas la couleur de peau des musiciens. Donc le jazz s'impose quand même dans les oreilles des Américains comme étant la musique américaine, la seule, à l'époque en tout cas, pourrait-on dire, musique américaine. Donc le cinéma qui ne veut pas ou ne peut pas, enfin c'est très compliqué, montrer des Noirs, puisqu'il y a la ségrégation au cinéma aussi, va cantonner les Noirs sur la scène. Il y aura quelques séquences, mais c'est vraiment des séquences de cabaret. Et évidemment, et c'est peut-être là aussi la puissance du jazz, des musiciens de jazz blancs vont exister, c'est-à-dire Whiteman, Paul Whiteman, et celui qu'on va appeler le King of Swing, ce qui est assez cocasse quand on connaît la musique de Paul Whiteman, mais il y a effectivement beaucoup de musiciens de jazz blancs qui s'intéressent profondément à cette musique, Bix Beiderbecke par exemple, qui s'intéressent profondément à cette musique et qui vont faire du cinéma, et qui vont être les musiciens du cinéma. Disons que le jazz, à ce moment-là, le jazz qu'on entend au cinéma, c'est un jazz, effectivement, qui n'est pas le jazz des Noirs. Mais c'est quand même du jazz. Enfin, c'est une forme de jazz qui est un peu proche de la variété, si on veut, mais c'est quand même une forme de jazz. Il y a les instrumentations, par exemple. Ce qu'apporte le jazz, c'est une nouvelle sonorité. Les cuivres contre les cordes. Et ça, c'est très important, que petit à petit, dans le cinéma américain, on va entendre de plus en plus de cuivres au détriment des cordes. Alors qu'en fait, si on entend la musique de film mainstream, c'est que des cordes, que les grands orchestres type mozartien. Le jazz va s'imposer quand même petit à petit. C'est la force du jazz, à mon avis. C'est que on peut évidemment voir cette histoire comme une histoire de ségrégation, une histoire d'exclusion, mais aussi on peut voir cette histoire autrement, comme une histoire de puissance du jazz à s'imposer malgré la ségrégation, malgré la violence qui est faite aux Noirs et aux musiciens en particulier. Olivier Huttman, on ne vous a pas encore entendu, mais je vous vois acquiescer. J'acquiesce, oui. J'acquiesce d'autant plus facilement que je ne peux pas vous dire quelque chose de forcément pertinent après ces démonstrations de gens qui sont des spécialistes. D'autant que moi, ma pratique de la musique de film n'est pas spécialement axée sur une utilisation du langage du jazz. Je fais une séparation entre les deux, donc je ne veux pas vous dire des âneries.
Donc je fais attention. Voilà. Mais on vous écoute comme musicien aussi. Oui. Je peux vous parler de mon expérience personnelle. Je peux effectivement réagir à ça. C'est vrai que l'image du jazz telle que je la connais, telle que j'ai pu la voir dans les films, est souvent très anecdotique, extrêmement superficielle. Il y a effectivement des films dont nous avons eu l'occasion de parler juste avant de venir à cette rencontre, qui sont un petit peu des films qui sont pour des esthètes ou des spécialistes et qu'on se recommande, as-tu vu ci ou as-tu vu ça? Mais ça reste quelque chose qui est souvent associé à une image assez dégradante, je dirais, de cette musique et des musiciens. Il faut voir aussi que ce qu'on appelle le jazz afro-américain, ça recevait tout juste un nom, c'est ce qu'on appelait hot jazz ou jazz hot, pour le différencier justement de swing music, c'est-à-dire de ce qui était plutôt dansable. Donc, faut bien voir quand même que dans les années 30, la stabilisation même de ce qu'on appelle le jazz n'est pas encore faite. Jazz hot naît en 1935, downbeat également. C'est là où on commence à formuler seulement ce qu'est le jazz. Donc, c'est pas étonnant non plus qu'il n'existe pas encore sous une forme stabilisée. Et je pense en plus, effectivement, qu'il faut passer par la musique classique pour comprendre ce qu'est le jazz au cinéma, puisque... Voilà, alors on y reviendra un petit peu plus tard avec vous. Avant, je voulais revenir sur un aspect de cette histoire. Et dans cette histoire, les relations entre États-Unis et Europe, et particulièrement France, ont leur importance, puisque de grands jazzmen américains viennent à Paris, si je ne me trompe, à partir des années 30. Thierry Jousse... Surtout après-guerre, enfin, c'est surtout et après-guerre. Thierry Jousse, l'Europe, elle a joué un rôle décisif justement dans la manière d'acclimater, d'intégrer le jazz au cinéma. Pourquoi ces jazzmen venaient-ils? Comment ont-ils été regardés par les cinéastes, reçus? Ils ne venaient pas a priori pour faire de la musique de film, ils venaient pour se produire. Bien sûr, Oui. On le voit d'ailleurs, par exemple, dans le film de Clint Eastwood, Bird, on voit le moment où Charlie Parker est à Paris, il discute avec un ami et il se demande s'il va rester ou pas. L'autre lui dit « tu ferais mieux de rester à Paris parce que c'est quand même beaucoup plus accueillant qu'aux États-Unis ». Et bon, finalement, il repart. On voit dans le film de Tavernier, Autour de minuit, ce moment où donc le personnage joué par Dexter Gordon est à Paris. Ça, c'est un petit peu plus tard. Mais enfin bon, c'est vrai que Paris a été une terre d'accueil de façon provisoire ou plus définitive pour certains musiciens. Bon, mais et à travers ça, effectivement, le cinéma a joué un rôle. Alors là, on est plus tard, on est dans les années 50, on est dans le milieu des années 50. Effectivement, il y a l'expérience Ascenseur pour l'échafaud avec Miles Davis et un certain nombre d'autres films de cette période-là, films français, où on retrouve des musiciens, alors des orchestres mixtes, d'ailleurs souvent, enfin, je veux dire, mi-français, mi-américain. Il y a le batteur Kenny Clark qui est installé à Paris, donc qui est très présent dans ces sessions-là. Il y a des musiciens de passage comme les Art Blakey, très présent aussi. Il y a Thelonious Monk qui intervient aussi à un moment donné. Bon, il y a tous ces musiciens et c'est peut-être, alors on pourra discuter de ça, mais c'est peut-être à travers ce corpus de films qui n'est pas énorme d'ailleurs, c'est 4-5 films, c'est effectivement le Modern Jazz Quartet pour Roger Vadim dans Sait-on jamais, c'est Ascenseur pour l'échafaud, c'est Barney Whelan qui est un musicien franco-américain mais qui est quand même un musicien français qui fait la musique d'un polar de Édouard Molinaro qui s'appelle Des femmes disparaissent. Voilà, il y a des filles disparaissent, il y a un certain nombre il y a Les liaisons dangereuses d'autres films de Vadim, on entend aussi du jazz. Bon, il y a un moment où le cinéma, enfin la France, Paris, à la fois après-guerre, donc pour accueillir ces musiciens, puis ensuite 10 ans plus tard pour les mettre en scène dans la bande-son, pas sur l'écran, mais dans la bande-son, devient et c'est effectivement, à mon avis... Une fécondité, finalement, artistique. À mon avis, sans ce passage par la France, peut-être que on parlerait moins de l'histoire du jazz et du cinéma. C'est pas du tout par chauvinisme que je dis ça, parce que la question n'est pas du tout là. Mais par contre, je pense que la France a joué un rôle d'acclimatation, effectivement, de ce point de vue-là, du jazz au cinéma. Alors, mais il faut pas oublier qu'en parallèle, dans la musique de film, au sens strict du terme, le jazz commence à intervenir beaucoup plus massivement à partir, disons, début des années 50. Il y a les premiers compositeurs du type Alex North, par exemple, qui est un compositeur de films classique, on pourrait dire, mais qui intègre quand même des rythmes jazz dans Un tramway nommé Désir, par exemple, le film d'Elia Kazan. Après, il y a Elmer Bernstein, qui est considéré comme le premier à avoir vraiment introduit le jazz dans la musique de film autour du milieu des années 50, avec L'Homme au bras d'or. Il y a Duke Ellington qui fait la bande originale de Autopsy Number, du même Otto Preminger, qui est d'ailleurs quelqu'un qui a joué un rôle très important, Otto Preminger, il faut le redire, sur l'acclimatation de la culture noire au cinéma.
parce qu'il a fait quand même Carmen Jones, la version noire de Carmen en 54. Il a fait Porgy and Bess à la fin des années 50. Carmen Jones, c'est quand même un film qui a été interdit en France pour des raisons obscures de liens, parce que les héritiers de Bizet, visiblement, n'étaient pas satisfaits du film. Bon, mais on se demande s'il n'y avait pas quand même une pointe de racisme derrière, je ne sais pas. Enfin bon, le film est visible maintenant, il est en DVD. Bon, voilà. Donc il s'est passé des choses aux États-Unis, mais la France, a joué un rôle, à mon sens, assez décisif dans cette histoire-là. Des allers-retours qui ont quand même été féconds. Est-ce que les cinéastes français ou européens regardaient différemment le jazz ou l'utilisaient? Enfin, l'utiliser, c'est un mauvais mot, mais oui. J'ai juste une remarque à faire. J'étais en train de réfléchir à des films qui correspondaient à cette époque à laquelle vous faisiez allusion, c'est-à-dire l'époque de Ascension pour l'échafaud. Et puis je me souviens qu'il y a eu toute une série de films, Les Rendez-vous de juillet, Les Tricheurs et tout ça, qui, par contre, ces films-là faisaient référence à une idée du jazz qui est presque une image d'Épinal, c'est-à-dire une image datée par rapport à l'époque dans laquelle ils étaient produits. C'était le Nouvelle-Orléans ou le Dixieland, voire même. Et comment peut-on expliquer ça? Il y a la présence de Sidney Bechet à Paris, non? Je pense, pour une part, non? Et Mais ce regard des cinéastes... Mais Rendez-vous de juillet, c'est quand même plutôt... C'est 49. Alors là, c'est vraiment l'après-guerre, c'est Saint-Germain-des-Prés. Donc c'est moins important. Mais les Tricheurs, c'est 62, c'est un effet de mode. Carné veut suivre la mode, parce qu'effectivement, tous les films dont Thierry a parlé sont effectivement, pour répondre à votre question, des films qui affirment le goût très sûr. Même si les films ne sont pas très bons, on ne peut pas dire que Les Femmes disparaissent sur un chef-d'œuvre, mais un goût très sûr pour le jazz. C'est-à-dire que c'est Monk, c'est Jazz Messengers, c'est les Modern Jazz Quartet. Donc ça veut dire que Vadim et les gens de sa génération connaissent très bien le jazz et ont un goût très sûr pour le jazz. Et c'est différent du cinéma américain, parce que le cinéma américain intègre très peu ces musiciens-là dans les bandes-son du cinéma, voire pas du tout. Donc il y a une différence là quand même assez forte à mon avis, parce que la culture, à mon avis, de ces cinéastes viennent des années 30, où effectivement avec Jazzot et tout le rôle qu'a joué Jazzot comme passeur du jazz en France. Hein. Rouge en a parlé, par exemple. Il disait, mais j'allais toujours aux séances d'écoute, parce qu'il y a des séances d'écoute. J'ai appris le jazz comme ça. Et Jacques Becker aussi, qui a fait donc Rendez-vous de juillet. Tous ces cinéastes-là ont appris le jazz avec des spécialistes réellement qui aimaient ça profondément, hein, les gens de Jazzot, et ils ont acquis une culture du jazz qu'ils ont repris dans leurs films, plus ou moins habilement, et il y a eu un effet de mode considérable, évidemment, après Ascenseur pour l'échafaud, qui a été un vrai succès. Alors après, pour être un peu méchant, le pire, c'est Carnet, où on sent vraiment que Carnet n'y connaît rien en jazz, mais qui suit la mode. Voilà, le film montre des jeunes en train de se dandiner sur du jazz, c'est assez cocasse, disons. Mais à côté de Carnet, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, qui montrent effectivement ce goût et cette passion américaine aussi de la France. Hein. Mais cette passion américaine qui passe par le jazz, effectivement. C'est vrai qu'il y a un cinéaste comme Louis Malle, par exemple, puisque son sort pour l'échafaud, c'était un vrai amateur de musique et un vrai amateur de jazz. Donc cette génération, même Claude Sautet était un amateur de jazz. Enfin, cette génération de cinéastes, Alain Corneau, un tout petit peu plus jeune, mais quand même, toute cette génération, quand même, pour une grande part, avait un lien avec le jazz, avait un amour du jazz qui a irrigué, en tout cas, ces films-là à ce moment-là. Oui. Vous évoquez également les cinéastes de la Nouvelle Vague. J'ai pas entendu, je sais pas si vous avez cité. J'ai pas cité Godard. À bout de souffle. Non, j'ai pas cité À bout de souffle parce que c'est là, on n'est pas dans le cadre d'une importation américaine puisqu'il s'agit de musiciens français avec Martial Solal, qui est un très grand pianiste. Il y a Melville quand même. Melville, il y a Melville, c'est vrai, qui fait Deux hommes dans Manhattan et qui intègre le jazz dans ça. Mais c'est des musiciens français quand même qui font la bande son. Oui, non, mais c'est le moment enfin, à mon sens, c'est le moment du jazz au cinéma, en tout cas historiquement le plus vif et le plus important. C'est-à-dire qu'on a Gilles pourra en parler largement aussi bien que moi, voire mieux, mais on a une rencontre entre des esthétiques qui sont en train de se dégager on va pour aller très vite de formes classiques qui sont devenues académiques, et on a besoin d'un renouvellement donc avec de nouvelles méthodes, de nouvelles manières de montrer. Et le jazz
participe de cette esthétique-là, devient même presque un modèle esthétique pour certains cinéastes. Mais en même temps, Godard, par exemple, n'a aucun lien majeur, lui, personnellement, avec le jazz. Il s'intéresse ponctuellement au jazz. Il peut vous dire qu'il s'est intéressé à comme ça, à un solo d'Ornette Coleman ou de Coltrane. Bon, enfin, il utilise assez peu le jazz dans ses films, mais il a une manière d'utiliser la musique en général. Alors, ça vient peut-être de cette expérience qu'il a eue avec À bout de souffle, qui est assez jazz, en fait, bizarrement. C'est-à-dire que dans la fragmentation, dans la manière de rythmer les choses, il y a d'une certaine manière peut-être quelque chose qui vient du jazz, mais presque à son insu, je ne sais pas très bien. Enfin, c'est un cas très à part, mais en tout cas, il participe. Mais c'est c'est Jean-Pierre Melville qui est le modèle, puisque c'est Melville qui lui présente, enfin, qui lui suggère Martial Solal pour À bout de souffle. Mais c'est sûr que bon, du coup, là aussi, c'est un moment de l'histoire, parce que finalement, maintenant, on imagine assez difficilement ce film À bout de souffle avec ses jump cuts, c'est-à-dire les plans comme ça coupés en plein milieu, et ce rythme très particulier, sans la musique de Martial Solal, finalement. Alors, autre niveau de relation, le jazz, cette fois-ci comme musique de film. Je vous ai interrompu tout à l'heure, Jean Slavovic, mais en préparant cette émission, vous m'avez dit que, selon vous, le jazz est l'un des fondements de la musique de film. Alors, est-ce que la musique américaine oui. populaire et de variété. En fait, il faut bien voir que les musiciens... En fait, il faut partir de Gershwin, je pense, pour comprendre l'évolution de la variété américaine, de la musique classique américaine et de la perception du jazz. C'est toute une génération de musiciens comme Gershwin qui, avec une culture classique et une pratique du jazz, vont en quelque sorte créer une synthèse qui va être présente dans le cinéma, dans les musiques de films. Je voyais l'autre jour Dark Passage de Delmer Daves avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall, où on voit... alors déjà, il y a un standard dedans, Too Marvelous for Words, qui est le thème du film. Il y a... une musique classique, c'est Franz Waxman qui a orchestré du Dvorak, qui fait musique humoresque. Donc c'est vraiment un musicien classique, mais qui, du temps où il était en Allemagne, jouait aussi dans des orchestres de danse, dont un qui s'appelait les Weintraub Syncopators, ce qui est un peu exotique. Et ensuite, évidemment, dans les années 30, il est venu aux États-Unis. Mais ça, c'est le modèle aussi sociologique de musiciens d'Europe de l'Est, juifs pour la plupart, qui, avec leur culture classique, vont aller à la rencontre de la culture afro-américaine, parce que sociologiquement, ils en sont proches, parce qu'ils jouent, comme on l'a dit, dans les cinémas pour accompagner le cinéma muet, et qui vont créer une synthèse. Gershwin s'en est le meilleur exemple, justement. C'est une musique qui est à la fois savante et populaire, qui va En fait, si on prend le répertoire de Gershwin, justement, on a une musique qui est jouée dans un cadre variété, dans un cadre classique, dans un cadre jazz, qui en fait est le répertoire américain par excellence et qui transcende toutes ces musiques-là. Et bon, on cite Gershwin, on cite Waxman, mais c'est vrai pour Bernard Herrmann, c'est vrai pour plein de compositeurs, Léon Birnbaum, des orchestrateurs, il y en a énormément, et tous avaient cette double culture classique et une pratique du jazz, notamment dans les orchestres de danse. Et on l'entend bien finalement dans les films. Il y a cette présence dans Les Passagers de la nuit. À un moment, il y a Lauren Bacall qui met un disque et Humphrey Bogart lui dit You like swing music? Et elle lui répond Legitimate swing. Et c'est un peu anachronique pour nous. Enfin, on a du mal. Qu'est-ce que c'est legitimate? Encore une fois, il y a un côté canaille dans le jazz. Et avant que ça s'acclimate, il faudra passer effectivement par la reconnaissance de cette musique qui se construit, en fait, qui se construit dans le cinéma de manière sans doute un peu indirecte. Effectivement, on aimerait des fois voir du jazz pour de vrai. Mais voilà, on ne voit pas non plus ça avant les années 50, finalement. On aperçoit, enfin, pour prendre des exemples de jazzmen qui apparaissent comme ça ponctuellement, on voit Nat King Cole, par exemple, dans un film de Fritz Lang, La femme au gardien, qui est un de ses films les plus connus. Nat King Cole apparaît dans une scène de cabaret. Ça, c'était assez fréquent comme présence du jazz aussi dans cette époque-là. Et dans le fameux Autopsie d'un meurtre, il y a Duke Ellington, c'est récurrent, mais c'est problématisé quand même, c'est présent, et ça sert aussi à caractériser le personnage de James Stewart, parce que c'est un avocat, mais qui est un peu, à la fois un notable et quelqu'un d'un peu étrange, et il joue du piano, et l'Irémique lui dit, mais vous êtes bizarre, vous. Il fait, pourquoi? La musique, là. Il dit, quoi, les avocats, ils ont pas le droit d'écouter de la musique. Il dit, oui, mais cette musique, quoi.
Et il dit, well, I'm a funny lawyer. D'ailleurs, le côté canaille de Lee Remick est très utilisé avec le jazz dans ce film-là particulièrement, qui montre un très beau duo, un des plus beaux duos à mon avis à l'image du cinéma américain, c'est Duke Ellington et James Stewart. Deux mythes américains, côte à côte. côte à côte au piano, tous les deux. Et c'est magnifique, évidemment, c'est l'Amérique, quoi. Voilà. Stewart d'à côté. Mais c'est quand même une exception. Voilà. C'est une, encore voilà, une fois, c'est dans le la cinéma plus belle américain, image, époque, parce que c'est une exception. Voilà. Mais on sent, ça commence, Eric, il y a même des références presque érudites. Hein. Lee, mais vous avez des disques chez vous, oui, tout, depuis le Dixieland jusqu'à Brubeck. Et voilà, ça veut dire qu'il y avait on citait des noms et ça s'intégrait dans la culture mainstream très, très fortement. Alors finalement, l'enjeu, est-ce que c'est pas surtout que le jazz ne devienne pas une musique servile, que le jazz reste libre, indépendant, conserve son pouvoir de contestation? Est-ce que c'est pas ça aussi la question de la présence du jazz au cinéma jusqu'à aujourd'hui? C'est pas le rôle, me semble-t-il, de la musique de film. C'est pas d'apporter un autre message ou un message qui serait à l'encontre ou différent. Mais de ne pas être que de l'illustration, de ne pas rester que dans une fonction... On arrive justement à un des thèmes, me semble-t-il, de cette discussion qui est important, c'est que vous avez parlé de films dont les musiques ont été composées à une époque où le jazz était dans un état de développement artistique et esthétique, et les films étaient... historiquement en corrélation totale avec la musique qui s'exprimait à cette époque-là. Après, il s'agit d'un regard folklorique, mais je ne dis pas ça du tout avec dédain, mais je constate que l'idée, le jazz est plus là pour illustrer, justement, et moins pour être un message artistique qui s'exprime dans un cadre total, qui est celui du film. On n'a quand même pas parlé de quelques expériences essentielles qui ont eu lieu comme ça au début des années 60 aussi autour du jazz et du cinéma, et qui sont quand même importantes aussi, même si elles n'ont pas été perçues de façon massive à l'époque, mais John Cassavetes rencontrant Mingus, vous alliez en parler. Donc, mais justement, ce que je voulais vous demander, c'est qu'est-ce qui fait que Shadows de Cassavetes est vraiment presque le symbole de ce cinéma jazz dont on parle, pour faire comprendre aux gens, d'ailleurs, peut-être qu'ils ne l'auraient pas vu. Pour reprendre le titre du livre de Gilles Moëlic, ici présent, il s'agit d'improviser le cinéma quand même un peu avec ce film. C'est-à-dire que le film est issu d'abord, c'est un film, on va dire, presque autoproduit, en tout cas produit d'une manière assez atypique par rapport à ce qu'était le cinéma américain de l'époque. Donc alors là, on est en 1959 58, dans la manière dont le film a été fait, à peu près en 57. Donc le film est produit avec une espèce de système de souscription à partir d'ateliers de théâtre d'improvisation. Donc on est déjà dans une forme hyper atypique à New York. Bon, le cinéma, c'est quand même plutôt Hollywood, c'est-à-dire la côte ouest, et avec un cinéaste qui n'en est pas un, puisqu'il est acteur à la base. John Cassavetes, il a fait une école d'art dramatique. Bon, donc on est vraiment dans un cas de figure complètement à part par rapport à ce qu'est le cinéma américain de cette époque. Et en plus, donc alors, il fait plusieurs versions de ce film, on va pas raconter tout parce qu'on n'a pas le temps. Et puis, il fait appel apparemment, il voulait faire appel à Miles Davis dans un premier temps, mais finalement, il se dit Miles Davis il est chez Columbia, donc c'est quand même une major, donc on va pas faire appel à un musicien qui est déjà un peu vendu au grand capital. Donc, il va chercher Mingus, qui est pas une star, même dans le jazz de l'époque, il est très connu, mais enfin, c'est pas Duke Ellington non plus, ni Louis Armstrong. Et il décide de il veut lui faire improviser la musique sur le film. Mais en fait, Mingus, lui, n'a pas envie d'improviser. Mingus, lui, il se dit que c'est l'occasion d'écrire de la musique sérieuse pour le cinéma, puisque précisément, la musique de film, c'est pas de l'improvisation, c'est en général une musique très écrite, qui est dans la tradition de Gershwin, plus que des premiers, enfin, de l'improvisation de jazz. Et finalement, Cassavetes arrive à le convaincre, et c'est surtout son saxophoniste, en fait, qui va être essentiellement faire la musique, c'est-à-dire Shafi Hadi. Et finalement, voilà, c'est une expérience totalement à part, totalement particulière, qui est beaucoup plus radicale que celle de Godard, par exemple, dans Un bout de souffle, qui va être un peu le ferment. C'est un peu le film jazz par excellence, parce qu'au fond, tout est au même acabit, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'idée que l'improvisation comme forme de vie et d'art devient entièrement présent. Alors, le film, et en plus, bon, le sujet du film, j'ai oublié de le dire, c'est pour les gens qui l'ont pas vu, c'est quand même c'est une histoire autour du métissage de deux frères et une sœur
qui, pour certains d'entre eux, s'interrogent sur le fait de savoir s'ils sont blancs, enfin ils sont noirs, mais la fille est un peu plus blanche, donc elle ne sait pas très bien si elle va elle va quitter la communauté. Bon, c'est aussi un sujet complètement atypique et complètement à part par rapport à l'histoire du cinéma américain de cette époque. Donc on est vraiment dans une expérience, dans une alchimie complètement spécifique qui a donné ce moment de vraies rencontres malgré tout entre le jazz et le cinéma. Gilles Moëllic, vous en parlez évidemment dans Improviser le cinéma, de ce sujet-là. Vous évoquez les films de Cassavetes. Le jazz comme modèle esthétique lié à l'improvisation, à la liberté, est repris par un certain nombre de cinéastes. C'est bien ça Oui, les années 50, c'est effectivement un moment important pour plusieurs raisons. Alors, il y a effectivement le jazz qui s'impose avec le bebop comme étant la musique moderne, c'est-à-dire que des jazzmen, des cinéastes comme Claire Denis, par exemple, qui va arriver bien plus tard, dit tout simplement que quand on écoutait Charlie Parker, on ne pouvait plus faire du cinéma comme avant. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de l'évidence comme ça, de la performance. Il fallait changer les choses, voilà. Il fallait changer les choses, et à l'époque, c'est ce que fait Cassavetes. Il change les choses. Mais c'est aussi contemporain de l'arrivée de la télévision, qui change les moyens de faire du cinéma, pourrait-on dire. Parce que Cassavetes est passé par la télévision, et la vitesse dans laquelle on travaille à la télévision, va convaincre Cassavetes que tout l'attend, le temps, la pesanteur du cinéma est dépassée, qu'il faut faire un cinéma beaucoup plus dans l'urgence, dans une sorte d'urgence qui à avoir avec le jazz, dans vraiment le cinéma comme événement à filmer par des caméras comme à la télévision, qui filme beaucoup le direct à l'époque. Donc c'est tout un travail, et on peut dire que Godard aussi a vu des choses à la télévision. Il a vu les documentaires de Rouge. Rouge a beaucoup compris la télévision. Il a très bien compris ce qu'était la télévision. Donc tous ces cinéastes-là, à ce moment-là, effectivement, quelque chose se passe de la modernité du cinéma et de l'art en général. Souvenez-vous aussi du petit film où Hans Namus filme Jackson Pollock avec une petite caméra 8 mm. Donc là, ça va changer la face de l'histoire de la peinture, quasiment. Donc il y a plein de choses qui se passent dans les techniques du cinéma, de la télévision, des petites caméras, cette possibilité nouvelle de filmer la performance qui va irriguer, en fait, toutes les années 50. Et dans des lieux, effectivement, qui sont différents, mais qui sont quand même assez voisins dans l'esprit. C'est Godard, la liberté que prend Godard avec le cinéma. Il suffit de voir la première séquence d'À bout de souffle pour voir à quel point il est libre avec le cinéma tout à coup. Quand Belmondo dit aux gens, si vous n'êtes pas content, allez vous faire foutre, c'est ce qu'il dit vraiment en texto, en regardant la caméra. Et de l'autre côté de l'Atlantique, donc Cassavetes avec Shadow. Ces deux films jumeaux, un peu en quelque sorte, qui vont changer effectivement l'histoire du cinéma. Enfin, il y a encore du cinéma mainstream aujourd'hui qui se réfère à une sorte de classicisme, comme disait Thierry, mais à ce moment-là, il se passe quelque chose d'essentiel, et dans cet essentiel-là, de toute évidence, le jazz est là. Voilà, les gens écoutent du jazz. Quelque chose d'essentiel va générer de nouvelles formes finalement cinématographiques et de nouvelles manières de faire du cinéma. Oui, sans écrire les dialogues, avec moins de lumière, quelque chose de beaucoup moins prémédité, si vous voulez. Quand Cassavetes va faire des films un peu après Shadows, il va décider très vite qu'il n'y aura plus de lumière au sens classique du terme, qu'il y aura une lumière uniforme comme là. Comme ça, les comédiens vont pouvoir se déplacer dans l'espace librement. Alors que jusqu'à là, la lumière était quand même un déterminant essentiel du déplacement de l'acteur dans l'espace. Là, il va libérer les choses, et la technique il va adapter la technique à son désir de cinéma. Et son désir de cinéma est un peu un désir de jazz. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, à mon avis, à ce moment-là, une convergence esthétique. Et tous ces artistes-là, j'en parlais tout à l'heure encore avec un historien de l'art cet après-midi, il me disait, quand on voit les peintres, quand on étudie la peinture à l'époque, quand on étudie les arts comme la peinture à l'époque, ils écoutent du jazz. Tout le monde écoute du jazz. C'est la musique. C'est la musique de la liberté, la musique la plus créative de l'époque, c'est le jazz. Donc Parker est écouté par tout le monde. Enfin, quand on écoute Parker, aujourd'hui encore, c'est fascinant. L'intelligence et la créativité de ce musicien est absolument extraordinaire. J'allais dire, le jazz, c'est la modernité à cette époque. Et on pourrait prendre un autre exemple totalement différent en Pologne. Première moitié des années 60, il y a deux cinéastes qui sont... Le jazz et le cinéma se rencontrent physiquement à travers des cinéastes et musiciens. C'est d'un côté Polanski et un cinéaste moins connu, mais très important aussi, qui s'appelle Jerzy Skolimowski, qui a fait un peu son retour ces dernières années. Et il rencontre la scène jazz polonaise qui est en train d'émerger à cette époque, avec en particulier un musicien qui s'appelle Christophe Komeda, qui va faire la musique de tous les films de Polanski presque tous les films de Polanski jusqu'à Rosemary's Baby, avant de disparaître très prématurément. Et
Skolimowski, Polanski, ils le racontent volontiers tous les deux. Ça a été la rencontre, ça a été de l'électricité d'une certaine façon entre le jazz et le cinéma. C'est-à-dire qu'ils se sont mutuellement, comment dire, et il y a eu une émulation pour aller. Et là, c'était d'autant plus subversif qu'en Pologne, à l'époque, le jazz n'était pas considéré comme une musique très très académique. C'était plutôt le diable quand même. C'est une musique américaine, c'est une musique subversive. Donc là aussi, il s'est passé des choses entre ces cinéastes-là et cette scène jazz-là qui émergeait. Mais ces expériences-là, et là je me tourne vers Olivier Huttman, le compositeur, elles viennent nourrir également le travail des compositeurs et jusqu'à vous aujourd'hui, est-ce que ces expériences d'improvisation, de performance, elles arrivent jusqu'à la musique de film aujourd'hui? Est-ce que vous avez conscience parfois d'en être finalement peut-être l'héritier aussi? Non, sincèrement non, parce que je pense que il est vrai que le cinéma, lorsque Gilles Molik parlait de cette évolution de la technique du cinéma qui pouvait correspondre à un moment donné à ce qui se faisait dans le jazz, dans la créativité, dans l'improvisation, je pense qu'au bout d'un moment, alors là, je m'exprime en tant que musicien de jazz et peut-être avec... je l'espère honnêtement, je pense que la notion même d'improvisation pour un musicien de jazz est un concept qui peut être discuté. Je suis marqué à vie par une remarque de Boulez qui me hante, qui dit que pour lui, il n'y a pas d'improvisation dans le jazz. Et c'est une musique qui, de fait, ne l'intéresse pas. Enfin, je déforme ses propos, parce que c'est une musique qui obéit à des codes qui sont développés par les musiciens de jazz. Et dans ce sens, il ne considère pas qu'il y a un travail d'improvisation. Donc c'est là que, au risque de vous décevoir, je pense que... Votre réponse. Moi, je ne fais pas une réponse, mais je propose un autre angle de lecture, si on peut dire. Moi, ce qui m'intéresse dans la musique de film, c'est justement de concevoir une musique qui est en total au service du film et de faire abstraction de ma personnalité, en tout cas de musicien qui s'exprime en tant que tel. Je pense que c'est un vrai métier, celui de musicien de film. Et c'est pourquoi, lorsque on me confie une partition à faire pour un film, je ne cherche pas du tout à essayer de développer un langage jazz, sauf si c'est une demande spécifique du réalisateur, parce que c'est un univers qui n'entre pas forcément en corrélation avec le langage du cinéma, en tout cas sur un plan parallèle. Est-ce que je peux me permettre de poser une question à Olivier Huttman? Non, parce que est-ce que le jazz aussi aujourd'hui, puisqu'on n'en a pas tellement parlé contemporainement, mais c'est quand même pas la musique dominante dans le cinéma, est-ce que ça fait pas peur aussi aux réalisateurs, aux producteurs, donc tout simplement, j'ai un peu cette sensation, non? Il est certain que on peut traduire ça comme ça, exprimer ça comme ça, parce que d'une part par mes connaissances, je pense que il y a des tas de réalisateurs qui ne connaissent pas trop la musique d'un point de vue général et encore moins le jazz, ou bien ils ont une perception un petit peu superficielle de ce qu'est le jazz, un petit peu anecdotique. Et dans ce sens, oui, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas forcément un destin parallèle de ces deux univers artistiques. Dans une conférence à laquelle vous avez participé à l'UNESCO il n'y a pas très longtemps, Vladimir Cosma était présent et justement, il disait, comme chez Bach, le jazz est une musique pure, non descriptive, indépendante. Elle est compliquée à utiliser au cinéma. Il faut avoir le courage de l'introduire dans son film avec son énergie propre. Hein? Oui. Il y a des exemples quand même contemporains. Quand Tariq Tekia, qui est un jeune cinéaste formidable, qui n'est pas connu, mais qui est un jeune cinéaste qui, effectivement, essaie de renouveler le langage du cinéma par en partie l'improvisation, pour le dire très vite, il utilise du free jazz dans son film qui n'a rien à voir avec le jazz a priori. Quand Rabah Merzaimesh fait son premier film qui s'appelle Wesh Wesh, il y a une musique qui est extérieure au film, qui va venir effectivement, comme vous le disiez, nourrir soudain comme ça, de manière totalement inattendue mais formidable le film. C'est Coltrane, c'est Neymat Coltrane qui tout à coup, alors qu'on est dans une banlieue française où un jeune homme qui est sans papier va trouver un peu d'air, un peu de liberté dans un parc qui est à côté de la cité en question, au moment où il va dans la cité pour pêcher avec des petits enfants de cette même cité, c'est Coltrane qui l'accompagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, effectivement, c'est très minoritaire. C'est-à-dire que
C'est plutôt bien que le jazz soit un peu minoritaire d'ailleurs, mais le jazz est un peu minoritaire. Forcément, c'est une musique qui va mainstream dans le cinéma, mais il y a encore des lieux effectivement de tension, des lieux d'invention, des lieux de créativité où on ose, où les jeunes cinéastes osent encore effectivement mettre du free jazz même sur des images. Qui aujourd'hui dans les cinéastes contemporains utilise justement l'esprit du jazz. Moi, je dirais que celui qui un esprit de jazz, voilà. C'est celui qui me paraît le plus évident aujourd'hui, c'est Rabah Merzheimer qui a fait 4 films. Le dernier, il n'y a pas de jazz dans le dernier. Il y a un instrument du Moyen Âge dont le nom m'échappe, mais qui est totalement improvisé. C'est extraordinaire. Ça dépend ce qu'on appelle jazz aussi, parce que après, il y a du jazz, il y en a quand même. En fait, même Coltrane, on le retrouve de temps à autre dans des bandes son. Là, je sais pas, dans Shame de Steve McQueen, il y avait un morceau de Coltrane aussi, un morceau de Bach. Bon, c'est aussi un signe distinctif de quelque chose. Donc tout dépend si on le considère dans le sens où le considère Gilles, c'est l'improvisation, c'est assez rare. Si on le considère comme une musique de patrimoine ou de répertoire, c'est un peu plus présent, mais c'est pas forcément tellement plus intéressant qu'autre chose. Donc du coup, je pense que le moment, ce qui est un peu embêtant, je dirais, pour l'histoire du jazz et du cinéma, c'est que il y a eu, on a parlé des moments différents et on a parlé d'un moment particulièrement vif, et on n'a pas beaucoup parlé d'une chose qui était assez importante, qui est, enfin, vous en avez un peu parlé, qui est l'infiltration du jazz dans toute la musique de film des années 60, les compositeurs de cette génération, Michel Legrand, Lalo Schifrin, Quincy Jones. On n'a pas non plus parlé des documentaires qui s'intéressent au jazz. Sont totalement imprégnés par le jazz, donc on ne peut pas dire que le jazz est omniprésent en entrant dans les veines du cinéma et de la musique de film dans les années 60-70. Du jazz et qu'on le sent. Mais par contre, le problème du jazz aujourd'hui, c'est qu'au fond, il ne joue plus d'un rôle ni de modèle, ni d'interpellation, ni de. Enfin, voilà, c'est pas. Il y a pas. Enfin, j'ai le sentiment que la rencontre, elle se fait beaucoup moins, même si dans le cadre du festival pour lequel on est là, Ciné Jazz, j'ai eu l'occasion de voir une dizaine de courts métrages qui étaient en compétition pour ce festival, et on s'aperçoit quand même qu'il y a des jeunes cinéastes qui travaille avec le jazz. Alors, mais il ne s'agissait pas de commande. J'ai vu un court-métrage. Non, il ne s'agissait pas de commande. Il s'agit de cinéastes qui ont volontairement, en particulier des films d'animation, par exemple, parce qu'il y a toujours été une tradition aussi. Il y a des documentaires qui ont utilisé le jazz aussi. Bon, alors il y a quand même des gens, là, il y a un film qui s'appelle Dripped, qui reprend justement l'idée du dripping de Pollock, notamment, enfin, à travers un petit scénario assez malin, et il utilise le jazz, par exemple. Donc voilà, il y a des choses, mais je ne sais pas comment ça va tourner. Peut-être qu'il y avait une nouvelle génération qui va redécouvrir au fond ce qu'est les forces du jazz, là, les forces vives du jazz, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est un fait incertain. Comme vous le disiez, le jazz est omniprésent et en même temps, il a un peu deux formes de présence, soit comme omniprésence culturelle, parce qu'il fait partie du langage, du substrat musical, ou bien, et le mot est revenu souvent, parce qu'on l'utilise. Et à ce moment-là, il devient un ingrédient, et ça pourrait être n'importe quelle autre musique. Il n'a plus de spécificité, et on ne peut pas s'attendre finalement à ce que le cinéma ait envie de rendre justice au jazz, c'est-à-dire de lui donner une place parce qu'on s'intéresserait au jazz pour le jazz. Quand on fait un film, on fait un film. Si on a une sensibilité pour le jazz et qu'on a envie que le jazz construise un univers, comme c'est le cas pour Woody Allen, par exemple. Voilà. Woody Allen ou Clint Eastwood sont des amateurs de jazz, ça fait partie de leur expression, et donc ça a un rôle dans leur cinéma. Mais autrement, ça va être forcément ponctuel. Et le cinéma n'a pas pour devoir, évidemment, de s'intéresser au jazz. Et finalement, la musique live, la performance du jazz, c'est plutôt un autre art qui lui rend justice, c'est la photographie. C'est la photographie qui est là pour saisir les moments de jazz. Le cinéma, il s'intéresse à la production du film. Et c'est avec William Claxton, Herman Leonard, etc., qu'on va avoir un art qui rencontre du jazz live. Il nous reste 2 petites minutes. Je donne la parole à Olivier Huttman et ensuite Gilles Moëllic. Je voulais juste rebondir, comme on dit, sur ce que vient de dire, ce que disait précédemment Thierry Jousse, qui donnait en exemple Michel Legrand, Quincy Jones et quel était Lalo Schifrin, des exemples de compositeurs. Et là, ça me paraît intéressant parce que qu'est-ce qui fait que, à mon sens, que ces musiciens-là s'expriment aussi bien dans le vocabulaire de la musique de film, c'est peut-être précisément leur formation, leur double bagage, à la fois de musiciens qui ont une technique, qui ont chacun acquis une technique très sûre
d'autant qu'ils ont tous étudié plus ou moins avec Nadia Boulanger. Et Olivier Messiaen pour Chiffrine. Ce qui était une bonne référence. Et alors, ils ont justement une technique qui est très affûtée dans le langage harmonique et mélodique et qui leur permet de comprendre ce que c'est que la musique de film, au-delà de, je dirais, un travail assez égotiste, finalement, de compositeur qui travaille dans son coin et qui se considère avant tout comme compositeur, et puis en deuxième lieu comme compositeur de musique de film. Je pense qu'eux ont vraiment compris à quel moment ça devient pertinent d'utiliser cette technique d'écriture et de faire de la musique de film. Et en ce sens, et en tant que musicien de jazz, c'est leur double casquette de musicien de jazz, me semble-t-il, et de musiciens qui ont une technique classique sûre, qui leur permet d'aller très loin dans cette discipline. Dernier mot, Gilles Moelik. Juste, et c'est peut-être rien n'est meilleur qu'un exemple dans ces cas-là pour voir quelle rencontre il peut y avoir encore entre jazz et cinéma. Pascal Ferrand, que tout le monde connaît aujourd'hui comme une grande cinéaste, a fait un documentaire absolument extraordinaire qui s'appelle 4 jours à Okoé, où elle filme effectivement en 4 jours l'enregistrement d'un disque de jazz avec de très grands jazzmen, et la dramaturgie de cette réalisation du disque, la réalisation du film elle-même, le travail sur le montage, le travail sur le son, les caméras, etc., et le travail du jazz, là, montre à quel point le cinéma et le jazz ont encore des choses à se dire aujourd'hui. D'ailleurs, Pascal Ferrand a dit elle-même qu'elle a fait ce documentaire un peu par hasard, mais qu'après, elle ne filmera plus jamais comme avant. Donc il y a encore des rencontres. Voilà. Cette rencontre, vous l'évoquez justement dans le chapitre consacré à ce thème dans l'ouvrage. Alors, cette émission est maintenant terminée. Je voulais signaler, avant de vous dire au revoir, 2 concerts pour vous, Olivier Huttmann. Le dimanche 25 novembre prochain, un concert solo au Conservatoire de Saint-Quentin. Le 4 décembre, à l'atelier Charonne, vous serez sur scène avec 2 guitaristes gitans, c'est ça, les frères Ferré ? Manouche, pardon. Et une tournée en Europe avec Dennis King en mars et avril, sortie de votre nouvel album commun, oui, le 26 mars. Et puis le programme de Ciné Jazz, ce nouveau festival, il est disponible sur Internet, cinéjazzparis.org. La soirée continue ici au Collège des Bernardins avec le concert du trio Huttmann qui va se mettre en place. Et puis la semaine prochaine, c'est mon confrère Christian de Cacré qui sera aux manettes avec une question d'actualité. Merci beaucoup à tous et bonsoir.